Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17 ce matin, le petit déjeuner politique, c'est Mathilde Panot, qui est députée du Val-de-Marne et présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour Mathilde Panot. Bonjour Patrick Roger. La campagne Mélenchon-Montebourg, son recrutement soi-disant à LFI, on va évoquer toutes ces questions dans un instant, avant le Covid également. Mais il y a eu un policier qui a été blessé à l'arme blanche à Cannes, donc par quelqu'un qui l'a agressé. Il a été sauvé par son gilet pare-balles. À plusieurs reprises à la France Insoumise, on dit qu'on veut désarmer la police. Est-ce que dans ce cas précis, vous souhaiteriez aller jusqu'à désarmer toujours les policiers? En fait, il faut être précis sur ce pourquoi nous avons dit que nous voulons désarmer la police. Bon, déjà, j'adresse toutes mes pensées de bon rétablissement à ce policier. Nous voulons désarmer la police en manifestation. C'est ça que nous proposons, c'est ça que nous demandons. C'est ce qui se fait dans énormément de pays d'Europe. Et la France est un des rares pays à encore utiliser des LBD qui ont coûté des yeux, notamment aux gilets jaunes qui manifestaient, qui ont coûté avec des grenades des mains, 5 mains arrachées lors des manifestations. Et je crois qu'il faut revenir à une gestion pacifique, raisonnée des manifestations, et c'est ce pourquoi nous demandons à désarmer la police, pas en général. Pas en général, quoi. Non, parce que c'était un peu... c'est pour ça que c'est bien que je vous le précise bien sûr. à cette antenne. Oui, bon, donc voilà, donc les policiers pourront continuer d'être armés, selon vous, bien sûr, si vous étiez au pouvoir, par exemple, sauf dans les manifestations, c'est ce que vous dites. Mais si la manifestation dégénère, comment fait-on ? Eh bien, il se trouve que vous avez par exemple un groupe en Europe qui réfléchit avec 12 pays différents, donc c'est à la fois des policiers et des chercheurs qui réfléchissent à comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une manifestation se passe bien. Malheureusement, la France n'en fait pas partie, donc si nous sommes au pouvoir, nous mettrons la France dans ce groupe de travail et qui réfléchit notamment à faire en sorte que, vous savez, nous avons une tradition en France où nous parlons à l'organisateur de la manifestation. Or, de plus en plus, vous n'avez pas un organisateur de la manifestation. Eh bien, il faut expliquer aux gens ce qui se passe, c'est-à-dire, ils mettent tout simplement des haut-parleurs pour expliquer ce qui va se passer à tel moment. Il faut enlever les armes qui sont létales en manifestation parce que je crois que ça mène à des drames insupportables comme ça s'est passé avec Zineb Redouane, etc. Donc, c'est ça que nous proposons, c'est de revenir à la raison sur la gestion des manifestations. Il n'est pas normal en France, en 2018, 2019, 2020, 2021, d'avoir encore des gens, soit qui meurent, soit qui ont des yeux et des mains arrachés en manifestation. Je pense que vous en conviendrez. Oui, Mathilde Panot, encore un mot à propos justement de la police et dans les quartiers, parce que vous avez beaucoup travaillé dans les quartiers, justement. C'est de là que vient votre engagement. Est-ce que vous avez senti au fil des années qu'il y a eu cette séparation entre les habitants des quartiers et les policiers Bien sûr, et je crois que même maintenant, ça va même au-delà des quartiers populaires et que ça devrait tous nous interroger. Parce que ce que nous proposons, contrairement à une certaine caricature qui serait que la France Insoumise serait anti-police, au contraire, ce que nous proposons, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait des liens de confiance qui se rétablissent entre la police et la population. La police est un service public. Ça passe par quoi Eh bien, ça passe par mettre des règles. Déjà, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité policière. Ça passe par la réforme de l'IGPN notamment, pour aller peut-être vers un modèle un peu plus anglais, c'est-à-dire où vous n'avez pas seulement des policiers, mais aussi des sociologues, des citoyens qui font partie de ce contrôle de la déontologie policière. Ça passe aussi par des récépissés de contrôle aux faciès. Vous le savez, la France a été plusieurs fois pointée du doigt sur cette question. Lorsque vous êtes perçu comme noir et arabe, vous avez 20 fois plus de chances de vous faire, de risque plutôt de vous faire contrôler. Ça passe par... Oui, mais aussi dans ces quartiers, il y a davantage de population d'origine immigrée, quoi. D'où après vous dites contre le faciès. Non, là c'est à la gare du Nord, par exemple. Là c'est à la gare du Nord, d'accord. Non mais parce que je parlais des quartiers, moi. Non, mais c'est à la gare du Nord qui a été fait ça. Je vais vous dire, en fait, il faut faire en sorte que la police redevienne un service public au service de la population. Et vous avez énormément de choses qui peuvent être faites, notamment ce récépissé de contrôle aux faciès pour rétablir la confiance, etc. Mais en tout cas, il faut remettre des règles et mettre fin à une certaine impunité policière lorsqu'elle existe, parce que c'est ça qui enverra un signal positif pour dire que la police est bien au service de la population. Mathilde Panot, donc vous étiez opposée à la prolongation du pass sanitaire, ça a été voté malgré tout à l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous êtes président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron doit prendre la parole demain soir. Qu'est-ce que vous attendez de la part du chef de l'État, vous ? Alors,
déjà, je vais revenir sur ce vote qui s'est passé une fois à 3h du matin quand même. Je le dis pour qu'on le sache. C'est inédit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a décidé, alors nous avons voté contre, mais l'Assemblée nationale a décidé que pour 8 mois et demi, jusqu'au 31 juillet 2022, eh bien finalement, le gouvernement avait libre champ pour décider s'il activait, désactivait le pass sanitaire, s'il remettait un couvre-feu, un confinement, sans repasser par l'Assemblée nationale. Donc plus de débat, quoi. C'est extrêmement grave et c'est quand même symptomatique de la manière dont ce gouvernement gère la crise sanitaire, c'est-à-dire avec un homme seul, le président de la République, qui dit des choses. Généralement, nous sommes convoqués un peu dans la foulée pour avaliser les choses. Cette fois-ci, ça ne sera même plus nécessaire puisqu'il a quasi les pleins pouvoirs en termes sanitaires. Et je crois que cette gestion solitaire de la crise sanitaire... C'est pas que solitaire, parce que ça a été voté par l'Assemblée quand même. Quoi. Oui, enfin, ça a été voté que pendant 8 mois et demi, nous ne sommes plus là. Enfin, c'est quand même en termes démocratiques extrêmement grave. Vous avez quand même vu et perçu que toutes les décisions sont prises en Conseil de défense, couvertes par le secret défense, donc couvertes par une certaine impunité. Et ça arrive au fait qu'on est avec une gestion sécuritaire de la crise sanitaire qui est contre-productive en termes de santé publique. Faire de l'obligation, eh bien... Pourquoi est-ce que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre? C'est parce que lorsqu'on contraint, lorsqu'on oblige avec ce fameux pass sanitaire qui finalement fait que toute une partie de la population est scannée par une autre partie de la population et qui divise et fracture le peuple français, ne crée pas de l'adhésion à la politique sanitaire et c'est extrêmement grave. Convaincre plutôt, mais vous avez vu qu'il y a quand même encore plusieurs millions de personnes de plus de personnes fragiles qui ne sont pas encore protégées avec le vaccin. Et bien justement, c'est la preuve qu'un pass sanitaire est une mauvaise solution. C'est une politique autoritaire quand nous aurions besoin d'avoir des politiques de santé qui vont vers. C'est ça dont on a besoin. Et peut-être avez-vous vu ce qui se passe en Martinique. Je crois que c'est le meilleur exemple de ce qui ne fonctionne pas, puisque il y a eu des manifestations absolument énormes à tel point que l'hôpital a été obligé d'arrêter de suspendre les soignants. Oui. Bon, et sur le chef de l'État, vous attendez quoi demain? Vous redoutez justement qu'il lie pass sanitaire, 3e dose? Bien sûr que je le redoute, parce que moi je ne crois pas... Vous le redoutez, vous l'espérez? Ah non, je le redoute. Oui. Non, moi je ne crois pas au pass sanitaire comme une solution. Vous avez vu dans quel état est l'hôpital public actuellement. Moi je demande à ce qu'il y ait des véritables politiques de santé publique. Vous avez vu qu'il y a des lits fermés par manque de soignants. Alors Emmanuel 6% Macron... au lieu des 20% annoncés par le Conseil scientifique. Oui, là, il y a eu une rectification. Hein, vous avez vu? Oui, j'ai vu ce chiffre-là. Mais à la rigueur, que ça soit 6% ou 20%, vous conviendrez que dans les deux cas, c'est quand même dramatique. Et que Emmanuel Macron, son bilan, alors qu'il disait que jamais il ne ferait d'austérité sur l'hôpital, au début de son quinquennat, c'est 4 milliards en moins sur l'hôpital public, c'est 14 000 lits qui ont été fermés administrativement, dont 5 700 en 2020. Donc je crois qu'il faut arrêter de faire de l'austérité sur la santé. La santé est notre bien commun et il faut mettre en place d'autres solutions. Nous avons proposé beaucoup d'alternatives, notamment la société du roulement, notamment la levée sur les brevets, sur les brevets des vaccins. Et je dis ça parce que si on dit 3e dose, il faut quand même avoir à l'esprit que le Covid ne s'arrêtera jamais si, au niveau international, il n'y a pas assez de doses pour couvrir le monde. Or, c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les pays pauvres n'ont pas accès à des doses, et donc si on généralise une 3e dose... Ça continuera ailleurs, un peu comme ça continuait en Russie, là, par exemple. Donc il faut absolument lever les brevets sur les vaccins. Bon, vous êtes vacciné? Oui. Bon, voilà, et donc vous conseillez la vaccination dans votre entourage. Mais en fait, la question, c'est pas de conseiller la vaccination. Non, mais si, je vais vous le dire, je vais vous expliquer ça. En fait, on a caricaturé celles et ceux qui sont contre le pass sanitaire, qui disent qu'il y a des alternatives à la manière de gérer. C'est comme la démocratie. La démocratie, c'est dire qu'il y a plusieurs chemins possibles. Ce que nie absolument ce gouvernement. On les a caricaturés comme étant des anti-sciences, des obscurantistes, des anti-vaccins. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis moi-même vacciné, mais on a quand même le droit de discuter la manière dont on doit gérer cette épidémie et dont on doit faire face à d'autres épidémies qui viendront après, parce que vous le savez, les maladies qui sont liées à la transmission par les animaux, qu'on appelle les zoonoses, ont été multipliées par 10 en 50 ans. Donc nous sommes en train de vivre une répétition générale. Eh bien, avoir un monarque qui décide tout seul, c'est la pire des solutions qu'on puisse avoir. Dites donc, le monarque, il est toujours en tête dans les intentions de vote quand même, quoi. Vous avez vu, solidement installé. Moi, je n'y crois pas trop. Je
vous expliquer Oui. pourquoi. Ah, vous ne croyez pas au sondage, quoi? Alors, vous non, n'y croyez pas parce que Jean-Luc c'est pas Mélenchon tellement- est toujours en dessous de 10%, Ah c'est ça, non? Non, on est même au-dessus de 10% dans attendez, dans non, cette ce matin, semaine. vous êtes à 8,5 en fait, quoi. Il y en a un dernier où on était à 11, je crois. Bon, d'accord. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Nous, on a demandé à ce que dans les sondages, il y ait différents scénarios qui soient faits. C'est-à-dire, s'il y a 60% de participation, comment est-ce que ça se passe? S'il y a 70, s'il y a 80. Et vous remarquerez que dans les sondages, il n'est pas obligatoire d'indiquer le taux de participation. C'est vrai. Et que même certains des sondages vous demandent, sur 0 à 10, à quel point seriez-vous prêt à aller voter? 0, vous n'allez pas voter, c'est sûr. 10, vous êtes sûr d'aller voter. Eh bien, dans beaucoup des techniques de sondage, ils ne gardent que ceux qui disent 10. C'est-à-dire que si vous êtes à 9, si vous êtes à 7, eh bien, on ne garde pas vos intentions de vote. Non, mais c'est vrai qu'il y a des... Eh bien, du coup, qu'est-ce que Ouais. ça crée? Ça efface le vote populaire. Et donc, nous, on demande à ce qu'il y ait ces différentes conditions qui montrent que si le peuple se mobilise, eh bien, Jean-Luc Mélenchon sera au second tour. Mais enfin, il est quand même en tête des candidats de gauche, hein, Tout à fait. loin devant Anne Hidalgo qui est à 5-6, même s'il y a de l'incertitude, comme vous le dites, dans ses intentions de vote, ou Arnaud Montebourg. Alors dites-moi, mais Arnaud Montebourg, il est en train de recruter chez vous ou pas? Alors, j'ai vu une liste de quelques personnalités qui sont en train de le rejoindre, qui viennent de la France Insoumise. Alors, il y a effectivement quelques personnes qui ont été convaincues Ouais. par Arnaud Montebourg. Je me demande ce qu'elles ont pensé, par exemple, de sa sortie d'hier, parce que je crois que jouer... Sur les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants étrangers, hein, c'est ça, quoi. Une idée qui avait déjà été proposée par monsieur Éric Zemmour, madame Marine Le Pen, et je crois qu'il va falloir arrêter avec une certaine zémorisation du débat, de faire le festival d'idées stupides, cruelles. Oui, mais c'est pas parce et que l'un l'a nauséabondes dit que l'autre... de l'extrême droite. Si, parce que moi je pense que c'est Ouais. une idée absolument cruelle. C'est-à-dire qu'il y a certains des pays dans lesquels 25% des richesses du pays viennent justement de ces transferts d'argent, et y compris l'ONU a dit que c'était une des aides les plus efficaces, puisqu'elles arrivaient directement aux familles et qu'elles contribuaient donc aux objectifs du développement durable. Donc je crois que c'est une idée nauséabonde, mais je vais vous dire, il y a eu pire que ça. Lorsqu'il parle de Charles Aznavour ou de Zinedine Zidane, qui seraient devenus des grands Français, mais qui étaient avant des immigrés, il se trouve que personne sur le plateau n'a eu l'idée de lui dire que non, ils étaient nés respectivement à Marseille et à Paris. Donc, Après, d'origine étrangère, de famille d'origine étrangère qui sont venus. attendez, bien sûr. mais Oui. attendez, c'est important ça, Ouais, parce que bien sûr, être bien sûr. français, c'est quoi? C'est pas une consonance de nom ou de prénom, comme aimerait nous le faire croire. C'est quoi l'extrême être droite. français, tiens, Mathilde Eh Panot? bien, être français, c'est adhérer à un projet politique. Et ce projet politique qui a été posé notamment par la Grande Révolution française autour de liberté, égalité, fraternité. Et je crois que ce n'est ni une question de couleur de peau, ni une question de religion, ni une question de prénom ou de je ne sais quoi. Et c'est ça que porte le peuple français. Et c'est ce pourquoi aussi, nous, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, nous proposons une constituante, c'est-à-dire le fait de réécrire la Constitution et de refonder politiquement le peuple autour de notre devise nationale, Donc, notamment. Pour revenir à Montebourg, il fait du Zemmour, quoi. C'est ça. Ah bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Non mais Et là, il a franchi un seuil qui est inacceptable. Ouais. Donc, ce qui veut dire que il y a des gens de la France Insoumise qui vont pas le suivre. On verra. Enfin, en tout Alors cas, que- non, mais les gens de la France Insoumise. Non, le mais papier du JDD, on sait que parfois, il y a des gens de la France Insoumise qui sont... il y en a quelques-uns qui sont allés vers Marine Le Pen, quoi. Il y a de ça quelques mois, quelques années. Enfin, vous en parlez d'un. En fait. Oui, non, mais oui, Voilà. oui. Vous avez beaucoup d'autres exemples? Non, je crois pas beaucoup d'autres exemples, mais pourquoi- non, mais on disait que les frontières étaient plutôt poreuses entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Oui. absolument pas. Non, plutôt chez les électeurs potentiels, quoi. Non, moi, je ne crois pas à ces sondages-là. Et d'ailleurs, ces sondages ou à ces explications-là, je crois que justement, Jean-Luc Mélenchon est celui qui s'est toujours battu contre l'extrême droite, qui a un projet absolument contraire. C'est-à-dire, vous avez le choix dans cette élection entre l'extrême libéralisme très violent d'Emmanuel Macron, en gros une des familles, l'extrême droite la plus haineuse représentée par Marine Le Pen et Éric Zemmour, et puis vous avez celui qui propose la politique d'entraide, qui est le contraire absolu de ce que porte Madame Le Pen, et qui propose aux gens non pas de se détester les uns les autres, mais de s'entraider pour ouvrir des horizons. Quand même, les deux candidats, Marine Le Pen et puis Éric Zemmour, font 30% dans les intentions de vote. Alors, je veux bien qu'il y ait des remises en cause, tout de même, mais ça veut dire qu'il y a un électorat derrière qui est, non? Mais c'est pour ça que nous avons fait un débat avec Éric Zemmour, justement, pour qu'il y ait des contradicteurs, Oui. pour montrer que non, nous ne sommes pas obligés de nous détester les uns des autres, que oui, nous pouvons faire complètement autrement dans notre pays. Et je vais vous dire, et je vais le redire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, une élection se fait le jour du vote. Elle se fait par les femmes et les hommes qui vont se déplacer et mettre un bulletin de vote dans l'urne. Et ce jour-là, qui que vous soyez riche ou non, que vous soyez des 500 familles que Emmanuel Macron a enrichi à doubler leur fortune en 5 ans, ou que vous soyez des quartiers
populaires, des milieux populaires qui ont souffert comme jamais des politiques qui ont été menées, ce jour-là, votre voix vaut exactement la même chose. Le pouvoir d'achat a progressé quand même, selon les chiffres officiels. C'est une propagande macroniste. C'est de la propagande, ça? Mais bien sûr. Regardez les chiffres qui sont donnés notamment par les associations. Vous avez maintenant 10 millions de pauvres dans notre pays. Alors les 9,3 millions, on pourrait rentrer dedans, mais il n'y avait pas les étudiants, il n'y avait pas les SDF, il n'y avait pas les Outre-mer. Bon, c'est pas sérieux. Et du côté de chez Macron, on dit que le chômage baisse, par exemple, aussi. Mais c'est absolument faux. Il y a plus de chômeurs inscrits aujourd'hui à Pôle emploi qu'il n'y en avait. Par ailleurs, après, c'est les catégories qui changent. Exactement. Il y a une augmentation de la précarité de l'emploi. Donc, bon, on peut nous faire croire tout ça, mais les Français et les Françaises, aujourd'hui, ça va quand même extrêmement mal sur le point de vue économique. Tout le monde se demande, en tout cas, des millions de nos concitoyens se demandent comment ils vont finir la fin du mois. Donc, on peut leur raconter que tout va bien, Madame Marquise, et que le bilan est merveilleux, mais moi, je n'y crois absolument pas. Merci Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.